Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Comment la pandémie de Covid-19 évolue-t-elle sur le continent? Comment l'Afrique résiste-t-elle à cette pandémie? Où en est la question des remèdes? L'Afrique se relèvera-t-elle de cette crise sanitaire? Je reçois pour en parler deux médecins et pas des moindres. Aimé Boni, vous êtes cardiologue, spécialiste de la mort subite cardiaque. Agrégé êtes-vous de cardiologie. Vous êtes enseignant, vous enseignez la cardiologie à l'université de Douala au Cameroun et vous êtes par ailleurs le président de l'association panafricaine de l'étude et du traitement des troubles du rythme cardiaque. Merci professeur d'avoir accepté notre invitation pour faire le point de cette catastrophe sanitaire sur le continent. C'est moi qui vous remercie. C'est mon premier plateau Africa 24 et je suis honoré pour ça et j'ose croire que je vais pouvoir aider les populations africaines à comprendre un peu cette pandémie et pour que la riposte soit encore meilleure que ce qu'elle est déjà. Croyez-moi, professeur, c'est moi qui suis honoré. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avec lui, nous faisons de temps en temps le point de la situation sur le continent, toujours avec optimisme et objectivité. Docteur Sayave Youmou, vous êtes médecin chirurgien, président fondateur de l'Académie francophone de télémédecine et de e-santé. Merci. Merci. C'est moi qui vous remercie de me faire confiance. À nouveau, notre invitation, à l'instar des pays occidentaux, les pays africains ont eux aussi confiné sans beaucoup de moyens. Puis déconfiné, la riposte anti-pandémie s'organise et sans relâche. La dernière bonne nouvelle, c'est la mise en place prochaine d'une plateforme d'approvisionnement en équipements médicaux pilotée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, lui-même président en exercice de l'Union africaine. C'est un reportage signé Ange Bijou-Nomenyo. Le manque d'équipements médicaux est sur le point de trouver une issue favorable sur le continent africain. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré lors d'une interview accordée à la SANEF, South African National Editors Forum, qu'une plateforme d'approvisionnement est sur le point d'être lancée pour desservir les pays africains. Un accord a été trouvé avec la Chine qui sera chargée d'alimenter cette plateforme d'approvisionnement en kits de tests de dépistage. Just in the past few days, nous avons réussi ces derniers jours à convaincre des fournisseurs chinois avec l'intervention du président Xi Jinping pour qu'ils mettent à la disposition du continent 30 millions de kits de tests, 10 000 ventilateurs et 80 millions de masques par mois. Almost 30 million per month, as well as 10,000 ventilators per month and 80 million masks per month. Le problème d'équipements médicaux est très récurrent en Afrique. Les États africains font de plus en plus appel à des fournisseurs étrangers pour l'approvisionnement de leur population. Le dépistage en masse est jusqu'à présent l'un des points faibles du continent dans sa lutte contre le coronavirus. Nous sommes en train de mettre en place une plateforme d'approvisionnement que nous allons lancer cette semaine et qui permettra à tous les pays africains de se procurer des kits de tests que nous allons acheter auprès des fournisseurs en Chine. The scale through which we will be buying from the various suppliers in China. Selon CDC, le Centre africain de prévention des contrôles des maladies, le continent recensait ce samedi 142 289 cas de Covid-19 et 4 084 décès dus à la maladie. L'Afrique du Sud et l'Égypte sont toujours les deux pays les plus touchés par la pandémie. Commençons cette émission par quelques chiffres. Il n'y a que ça qui compte. En ce moment, 142 000 cas recensés sur le continent. Dans le monde, il y a au total 6 563 510 cas recensés. Un peu plus de 4 000 morts sur le continent et dans le monde, c'est 387 280 morts. Très rapidement, professeur Youmou Sayave et docteur Youmou Sayave, on peut dire que le continent s'en sort bien. Oui, absolument. On peut dire que le continent s'en sort bien. Et déjà, à mon dernier passage, on en avait parlé. Et il s'en sort bien, mais il faut
au-delà des chiffres aussi, rentrer un peu à l'intérieur pour voir ce qui se passe. Les disparités entre les pays. Il y a les disparités Bien entre sûr. les pays qui existent. Et à l'intérieur de tout ça, qu'est-ce qui peut scientifiquement expliquer qu'on s'en sorte bien? Bonne question. Donc, Dr. Youm. là-dessus, quand on prend la situation actuelle, ça continue d'augmenter. Le pic n'est toujours pas atteint, dites-vous. Alors, quand on regarde la courbe, le pic n'est pas atteint. Mais si on analyse en profondeur, on peut se dire qu'au départ, on n'avait pas suffisamment de moyens pour diagnostiquer. Oui. Donc les tests étaient limités. Il y avait très peu de laboratoires. Et qu'après, aujourd'hui, il y a de plus, chaque pays a augmenté le nombre de laboratoires, le nombre de diagnostics. Et peut-être que maintenant, on diagnostique plus et que le pic est peut-être atteint. Mais le fait qu'on diagnostique beaucoup plus fait que le nombre est élevé. Parce que quand on regarde au fond ces courbes-là, on voit que les mortalités, elles, n'augmentent pas. Elles sont un peu stagnantes. C'est vrai. Par contre, les pics, elles montent. Donc ça peut être lié à ça. L'autre explication qui fait que je me dis où le continent s'en sort peut-être, c'est maintenant, il est établi que l'humidité croisée existe et marche. Alors bon, on est dans politique. Qu'est-ce que c'est l'humidité croisée? L'humidité croisée, le corps a son armée, sa police et ses gendarmes. Notre corps. C'est ça. Qui sont des cellules. Les plus connus, c'est ce qu'on appelle les lymphocytes. Et vous avez deux types, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Les lymphocytes B, leur rôle, ils fabriquent un certain nombre d'anticorps. Pour défendre, pour protéger l'organisme. Dès que l'organisme est, ils essayent de voir lui là, ils fabriquent ce qui va contre lui. Les lymphocytes T, eux, c'est l'armée. Avec ce qu'on appelle les CD4 habituellement, qui sont les officiers. Et les CD8, les soldats, qui vont jusqu'à des soldats kamikazes. Mais tout ceci, à chaque fois qu'il y a une attaque, ça se fait. Mais maintenant, supposez qu'ils ont attaqué cette fois-ci une méningite. Méningite A. Ils ont étudié comment elle se comporte, comment ces microbes se comportent, comment ils nous attaquent, par où ils passent et comment on est arrivé à le tuer. On constitue un groupe de soldats experts pour cette pathologie. Contre la méningite. Contre la méningite. Oui. Et c'est ce qui se passe par exemple dans les rhumes. Les coronavirus donnent les rhumes. Donc on a des experts qui sont là, qui ont déjà vaincu ce coronavirus, ils attendent le prochain qui va oser s'amener sur le terrain. À côté de ça, il y a toute une cellule mémoire, des officiers et tout ça qui retiennent comment on est passé par là pour arriver. Donc en Afrique, il y a trop de rhume peut-être. Et vous pensez que ça a favorisé une forme d'immunité? Je pense que ça a favorisé une forme d'immunité parce qu'on ne se traite pas tout le temps. Il n'y a pas beaucoup de médicaments. Et en plus, ici, il est établi maintenant que les enfants, à cause des rhumes qu'ils font le plus, ils sont protégés, ils ne sont pas transmetteurs. Donc je me dis ça peut être lié à cette immunité. C'est une explication que vous donnez. Mais ce qui rend actuel, professeur Aimé Eboni, c'est très intéressant de faire ce genre d'émission parce qu'elles nous permettent d'actualiser la connaissance et le savoir en perpétuel développement. Il y a quelques semaines, personne ne pouvait croire qu'un certain Raoul Didier dirait que la population française est immunisée entre 40 et 70%. On ne pouvait pas le dire. Aujourd'hui, des études tendent déjà à le dire. Ça veut dire quoi, professeur? Expliquez-nous. Ça veut dire que, au fond, on s'est emballé pour quelque chose de pratiquement bénin. Non, monsieur Richard, je ne pourrais pas dire que non, on s'est emballé. Parce que quand on regarde l'état des lieux aujourd'hui, il faut qu'on ait l'humilité de reconnaître que bien malin celui qui, au mois de décembre, janvier ou février, pouvait avoir dit des choses qui aujourd'hui s'avèrent exactes à 100% et même à 50%. Absolument. Voilà. Donc moi, je ne pourrais pas tenser M. Raoult, éminent professeur, ou d'autres sommités qui ont eu à dire certaines choses qui finalement aujourd'hui ne s'avèrent pas exactes. Parce que vous savez quand même que Raoult avait parlé de grippette quand c'est encore mais pour autant, il a dit aussi des choses qui sont assez exactes. Et aujourd'hui, nous savons quand même que nous avons affaire à un virus qui est très méchant, qui est très contagieux, qui a été à l'origine d'une grosse pandémie et que sans des efforts
qui ont quand même été assez spectaculaires et salutaires à travers le monde, sauf des couacs ci et là, on serait à compter davantage de morts aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'il faudrait qu'on parle effectivement de quelles sont les mesures qui ont été prises, bonnes ou pas bonnes, et qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas voir l'histoire se répéter. Absolument, professeur. Mais à propos des chiffres, et des chiffres africains, puisque ça a été un peu l'introduction, et tout, où aujourd'hui, nous sommes à peu près contents de savoir que, oui, l'Afrique est passée finalement très loin de ce qui était prédit, même par l'OMS, et nous disons, hurrah, bravo, on a presque gagné, avec des bémols. Absolument. Le premier bémol, effectivement, c'est que nous ne sommes pas sûrs que nous avons atteint vraiment le pic, au moins dans certains pays. Vous savez que le pic n'est pas atteint partout de manière uniforme. L'Afrique, c'est quand même un énorme continent. Absolument. Voilà, il y a plusieurs pays et chaque pays a ses particularités. Donc, le pic n'est absolument pas atteint dans plusieurs pays. J'ai envie de dire ça. Donc, on ne peut pas encore faire le bilan, le décompte aujourd'hui en se comparant aux Occidentaux en disant que nous on a fait mieux que les Occidentaux parce qu'on n'a pas... Non, ce n'est même pas le but. Bon. Mais vous appelez la prudence et c'est très important. Non, et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose en parlant des chiffres. Parce que mon compagnon a dit quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'il faut déchiffrer les chiffres et les voir différemment selon le pays où on est. Et moi, j'ai envie de dire qu'il faut voir aussi les chiffres, même dans un même pays, et en comparant un pays à un autre, il faut voir selon la tranche d'âge. Oui. Voilà. Parce que la mortalité et surtout la létalité, elle est dépendante en fait de l'âge. Et quand on regarde les tranches d'âge de létalité, j'ai envie de vous dire que le virus, il n'est pas plus méchant en Occident qu'en Afrique. Je vous donne un exemple qui est très simple. C'est que la population africaine, on sait qu'elle est jeune. Oui. Les gens qui s'infectent et meurent du coronavirus en Afrique ont en moyenne entre 30 et 60 ans. Et davantage même entre 40 et 60 ans. Et j'ai envie de vous dire que quand on prend cette même tranche d'âge en Occident, en France, parce que j'ai les données françaises, c'est-à-dire que des gens qui décèdent entre 30 et 40 ans, ils sont à peu près à 0,5% de décès. Ceux qui décèdent, permettez-moi, je termine avec ça, quand on prend entre 40 et 60 ans, la moyenne du taux de décès des patients hospitalisés en France, donc qui ont contracté le virus, qui sont hospitalisés, donc ils sont relativement graves, et qui décèdent, c'est 3%. Ça vous fait tirer quelle conclusion, professeur? 3%. Alors qu'en Afrique, quand on prend globalement, je ne parle même pas seulement des malades qui sont vraiment hospitalisés, qui sont graves, mais les malades qui sont diagnostiqués positifs et qui finissent par décéder. Si je prends par exemple le cas du Cameroun, on est dans une moyenne de 4%. Oui. Or, c'est justement dans cette tranche d'âge-là, entre 30 et 60% qu'on décède au Cameroun, en Afrique, partout ailleurs. Donc, quand on compare par rapport aux tranches d'âge, j'ai envie de vous dire que le virus, il est plus sévère, il est au moins aussi sévère, mais je dirais même plus sévère en Afrique, ça je vous le dis, en Afrique qu'en Occident. Et vous ajoutez le fait qu'on n'a pas autant de moyens de prise en charge, on n'a pas assez de lits, on n'a pas assez de plein de choses. Donc finalement, pour relativiser... C'est une analyse fondée sur les classes d'âge. Sur les classes d'âge. Or, c'est ça qui est important. On est d'accord. Parce qu'en fait, et je termine avec ça, quand on va parler de l'impact économique, regardons l'impact économique. Vous voyez qu'on met plus les personnes de plus de 70 ans, dont les retraités qui meurent en Occident. C'est les personnes en âge de travailler qui meurent en Afrique. Là, on a dit entre 30... Or, donc, c'est-à-dire que le décès d'un homme en Afrique, c'est en fait... la mise en difficulté de toute une famille. On est d'accord, tout à fait d'accord. Donc sur le plan économique, effectivement, il faut voir les choses différemment. Modifie, ou du moins ça illustre que l'impact économique de cette pandémie sur le continent sera beaucoup plus fort. D'ailleurs, on avait parlé de ça sur l'étude des tranches d'âge. Absolument. Où on avait montré que ici, c'est les plus de 65 ans qui meurent le plus. À fait. En Afrique, c'est un peu en dessous des gens qui meurent de... Nous l'avons dit, professeur, nous avons confiné, nous avons déconfiné. Ce matin même, les autorités sanitaires, notamment le comité scientifique mis en place par la France, a estimé que le virus est sous contrôle. Tout à fait. On est d'accord. Tout à fait. Ça vaut aussi pour l'Afrique ou pas? Alors,
Actuellement, au niveau de l'Afrique, on a des problèmes. C'est qu'on attend toujours que quelqu'un nous donne, réfléchisse pour nous et nous donne la solution. Alors qu'on a des têtes, on a des professeurs, on a des experts, mais le problème qui se pose, on n'arrive pas à nous, à apprécier une situation et à donner des directives précises et tout ça. Docteur, mais on reviendra effectivement sur ce qui manque et ce qu'il faut faire. Actuellement, je vais parler de la situation actuelle. Peut-on encore imaginer que la situation s'aggrave au point où on confine à nouveau? Non, je pense qu'après avoir commencé à déconfiner, on ne va plus repartir vers le confinement. Mais par contre, dire que c'est sous contrôle, comme il a dit tout à l'heure, il faut le faire par pays. Il y a des pays qui sont actuellement qui sont en croisade actuelle. Donc, dire que c'est... Bon, en France, ils disent c'est sous contrôle. Bon, ok. Parce qu'effectivement, ils ont suivi, ils ont dépassé leur pic, ils sont maintenant ralentis. Il y a très peu de morts maintenant. Les lits se libèrent dans tous les hôpitaux actuellement, avec toutes les difficultés qui se posent aujourd'hui. Ils ont des arguments pour dire c'est sous contrôle. Mais en Afrique, c'est un peu plus complexe. Bon, alors en Afrique, on ne va pas généraliser non plus. Effectivement, il y a des pays qui connaissent aujourd'hui une situation qui n'est pas encore complètement apaisée. C'est le cas notamment de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, de l'Algérie. On a même envie de se demander pourquoi ces pays sont aussi durement frappés. Bon, évidemment, il n'y a pas d'études. On ne peut pas savoir. Je vous pose une question sur le 16 des anges. Vous ne le savez pas. Il n'y a pas d'études. On ne peut pas le savoir. En gros, quel regard, pour clôturer cette partie, portons-nous sur la réponse anti-pandémie adoptée par chacun des pays. On vient de suivre un élément qui est passé où le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud met en place une plateforme pour s'équiper en matériaux, médicaux et pour dispatcher aux autres pays. Il joue son rôle de président de l'Union africaine. Et correctement, on voit que 54 États réussissent quand même à organiser l'approvisionnement en matériel médicaux. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Alors, oui, c'est quelque chose qui est nouveau et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il y a des années, moi, aussi bien au niveau de l'Union africaine que même de la CEDEAO, je leur ai dit, mais je ne comprends pas. Vous, ne serait-ce que la CEDEAO, vous vous réunissez pour acheter les médicaments. Vous allez les avoir à 40% moins cher. Mais chaque pays est là, il veut tant de boîtes d'aspirine, vous les payez au plus fort. Il suffit de s'organiser, chacun manifester vos besoins et vous achetez en groupe. Vous forcez l'industrie pharmaceutique à casser les prix. S'il ne veut pas, vous allez chez un autre. C'est toujours cette union-là qui fait toujours la force. Absolument. Donc c'est effectivement une bonne chose. Et ensuite, le Covid a permis ça. Parce qu'en d'autres temps, ce ne serait pas possible. Mais comme ça suscitait une forme de solidarité, et de coopération qu'on ne connaissait pas. Et puis, l'autre chose, c'est que les fournisseurs traditionnels sont incapables de fournir. Donc, ils ne sont plus regardants pour dire non, il ne faut pas aller prendre, on va vous donner. Ils ne peuvent pas. Donc, c'est une opportunité qu'il faut saisir et il faut que ça se maintienne. Et par rapport au regard que vous portez sur le continent dans sa riposte anti-pandémie, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas réussi à faire? Alors, très rapidement, je vais apporter un élément de réponse à la question que vous avez posée sur pourquoi certains pays, l'Afrique du Sud, l'Égypte et tout, ont plus de cas que d'autres. Qu'est-ce qui explique ça? Je vous dirais qu'au sein d'un même pays, on prend la France. Vous savez que toutes les régions, tous les départements n'ont pas le même taux de circulation du virus. Parce qu'il y a des éléments que nous ne connaissons pas. Il faut que nous ayons l'humilité de savoir que ce virus-là, il a une longueur d'avance sur nous. Pourquoi est-ce que ça circule plus ailleurs, ici qu'ailleurs? Pourquoi il y a moins à Marseille qu'à Paris, ainsi de suite là? On a des éléments de réponse et je vais venir sur ça très rapidement. S'il vous plaît. C'est, entre autres, vous savez, que malheureusement, la pauvreté accompagne aussi les maladies. C'est-à-dire que là où il y a de la pauvreté, vous avez souvent un peu plus de... C'est vrai, la précarité est source de mobilité. Ce qu'on sait par exemple que le département 93 en France, qui est le plus pauvre, est quand même celui qui a été le plus durablement atteint. Absolument. Donc il y a ce genre d'explication, mais il n'y a pas que ça. Il y a peut-être aussi les conditions de température, climatique et autres. Il y a beaucoup de choses. Mais au moins ce qu'on sait, c'est que si nous ne prenons pas les mesures adéquates, les mesures de distanciation sociale, on sait qu'on favorise la propagation. Et l'exemple typique
vient du Cameroun. J'ai l'avantage d'être Camerounais et vous avez certainement appris cela sur les chiffres officiels. Parce que là aussi, on pourra dire beaucoup de choses sur les chiffres officiels en Afrique. Volontairement, mais ça vaut pour tous les pays. Ça vaut pour tous les pays. Oui, non, pour tous les pays, mais simplement, je peux vous assurer qu'il y a une différence entre la comptabilité en Allemagne, en France, et la comptabilité, par exemple, au Cameroun, au Tchad, au Gabon. Mais ce n'est pas le débat. Alors, mais je veux dire donc, si on prend simplement les chiffres officiels, les chiffres officiels du Cameroun, on a vu une césure, une cassure nette dans la progression des cas diagnostiqués. Entre le moment où l'État prend des mesures de semi-confinement, parce qu'en fait, le confinement strict, il n'y a vraiment jamais eu. On n'a pas les moyens de ça en Afrique. Entre donc, ces mesures-là et la décision du gouvernement de lever l'une des mesures les plus phares, c'est-à-dire l'ouverture des débits de boissons, des maquis, comme on dit en Côte d'Ivoire, à partir de certaines heures. Parce que dès que ça a été fait, une population qui est quand même globalement assez, malheureusement, acculturée, désœuvré, sans éducation, sans emploi et tout, a cru que le chef d'État disait le corona est terminé. Et donc, les gens ont couru vers ces lieux de contamination massive. Je peux vous assurer que dès les jours qui ont suivi, nous sommes passés du simple au double. Et le Cameroun, qui était à moins de 1000, 2000, 3000, et là, on est aujourd'hui à presque 6000, voire 7000 contaminés, avec des taux journaliers qui parfois avoisinent les 1000. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que si nous n'avons pas les mesures permettant d'endiguer le virus, il va se propager, il va se contaminer et on n'aura pas atteint le pic. Je propose qu'on marque une coup de pause, professeur, docteur, on marque une coup de pause. On reviendra dans la deuxième partie de notre émission sur cette question, mais qui est complexe parce qu'il y a des ressorts économiques qu'on ne peut pas négliger. Il faut faire vivre le pays. Absolument. C'est pas un pays développé, il faut faire vivre le pays. C'est compliqué, mais on reviendra sur cette question, mais plus précisément encore sur la question des remèdes, puisque visiblement, la guerre des remèdes a bel et bien commencé. À tout de suite. Deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à la pandémie de Covid-19 sur le continent. Comment l'Afrique se défend-elle contre cette pandémie? J'ai avec moi mes deux invités, deux médecins. Docteur Youmou Sayave, vous vouliez répondre par rapport à ce qu'indiquait le professeur, notamment la question du déconfinement décidé trop tôt dans certains pays. Il a cité le cas du Cameroun. Oui, alors en fait, c'était ce que je voulais donner comme complément, c'était qu'il ne faut pas trop baisser la garde trop tôt. Parce que quand on prend quand même le continent africain, on a beaucoup de similitudes avec l'Amérique du Sud. En termes de géographie, même de population et tout. Mais regardez ce qui se passe là-bas actuellement. Surtout en Équateur. En Équateur, au Brésil et tout ça. Et regardez ce qui se passe là-bas. Cela dit, au Brésil, donc, le président brésilien a été très imprudent. Il a été très imprudent dès le départ. Comparé à ses homologues africains, on est d'accord. Les Africains étaient en avance. Donc, on est assez content qu'il n'y ait pas autant. Mais il ne faut pas baisser la garde. C'est ce que je voulais ajouter. Professeur Boni, mais vous savez, lorsque le 11 mai, la France décidait de déconfiner, c'était aussi dans l'incertitude totale. On se demandait si dans les jours qui suivaient, la vague reprenait, on reconfinait à nouveau. Donc il y a vraiment, est-ce que c'est pas compliqué de déterminer un moment précis où on peut avec assurance déconfiner? C'est ça la question, professeur. Oui, mais honnêtement, au risque de passer pour les téléspectateurs africains, pour cet Africain qui en fait n'est pas africain, n'est pas panafricaniste, j'ai envie de dire que quand on regarde vraiment les erreurs, et il y en a eu en France, il y en a eu en Occident, il y en a eu en Europe, et des grosses erreurs. Et je peux vous assurer que les gouvernants de ces pays-là, dans la France, vont rendre des comptes. Parce qu'ici, là, vous savez, ils vont rendre des comptes. Il y a eu des erreurs. L'erreur est humaine. Mais on peut aussi dire que quand on regarde la dynamique de la lutte
il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de respirateur. Et très rapidement, on a pu savoir que dans 2 semaines, dans 3 semaines, il y aura ce qui a manqué. Nous, on est un peu plus, on navigue un peu plus à vue dans certains pays africains, pas dans tous les pays, parce qu'il n'y a pas de planification, parce qu'on n'a pas été préparé et parce que quand vous avez une gouvernance globale qui est quand même assez mauvaise, vous avez une marge de manœuvre très tenue pour anticiper des choses inattendues. Et ça, c'est quelque chose qui nous a surpris. C'est pour ça que nous n'avons pas les moyens. Et moi, je veux un peu terminer avec l'histoire. C'est un point important que vous soulevez là. On verra dans la troisième partie qu'au fond, tous les problèmes ne sont pas liés au manque de moyens. Non, ce que dit le professeur, ce n'est pas forcément une question de manque de moyens, c'est une question de capacité à anticiper. Et après, la mentalité de l'Africain, sa capacité à prendre au sérieux des situations sérieuses, une maladie, pour pouvoir aider même ces gouvernements qui n'ont pas tous les moyens à lutter. Et là, je vais parler des masques. Vous avez vu, on nous a montré le président Cyril Ramaphosa qui a commander des masques, il y en aura, mais vous pouvez avoir 1 milliard de masques. Oui. Si vous avez un besoin juste de la moitié. Tant que vous ne savez pas utiliser ces masques-là, ils ne servent à rien, c'est de l'argent perdu. Donc quand on regarde le rapport coût-efficacité du port de masques dans le monde en général, oui. Et si on va maintenant par continent et par pays, on peut se rendre compte qu'en Afrique, on a vraiment un retard. Et d'ailleurs, le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire disait, cette statistique, c'est que moins de 50% des gens en Côte d'Ivoire portent correctement le masque. Si on va faire cette étude-là en Afrique, on peut avoir des surprises. Et donc, on peut se rendre compte... Là encore, vous demandez qu'il y ait une pédagogie... Elle est très importante. Elle est importante. Elle est fondamentale. On apprend aux gens à respecter les mesures de sécurité. Et parfois, vous pouvez vous rendre compte que c'est même les personnes qui doivent donner des exemples. Moi, j'ai un exercice. Un jour, je vais publier ça. Les images télé des présidents de République, des ministres de santé, ainsi de suite, là, comment est-ce qu'ils portent les masques. Je peux vous assurer que ça c'est intéressant. Dans un pays, une réunion, ils se sont mis très écartés, les chaises étaient bien à 2 mètres l'un de l'autre, tout. Et puis, à la fin, ils sont sortis faire une photo de groupe. Ils étaient tous bien serrés les uns contre les autres. La porte-parole du gouvernement français n'a-t-elle pas elle-même dit qu'elle ne sait pas porter le masque? Oui. Abordons la question des remèdes. Chers invités, nous étions le 20 avril 2020. Le président malgache Chandra Ajoel présente dans les jardins de l'Institut malgache de recherche appliquée son remède à la fois curatif et préventif, le Covid Organics. Mais l'OMS ne veut pas en entendre parler et met en garde les États qui s'en approvisionnent. Puis, le revirement. On écoute ce que dit Tedros Ghebreyesus, il est le directeur général de l'OMS. Ce Covid est un problème mondial et la contribution de tous est très importante et le leadership est crucial. Je vous apprécie beaucoup pour cela. Madagascar a pris très tôt des mesures qui portent leurs fruits et vous continuez avec des mesures, en particulier la combinaison des packages comme vous faites est très importante. Mais comparé à la situation dans d'autres pays, vous vous en sortez très bien. Pour le Covid Organics, au sujet de l'accord de confidentialité, nous allons le signer et garder la formule confidentielle. Nous avons une unité sur la médecine traditionnelle. Cette unité peut s'impliquer et vous aider. Nous pouvons travailler avec vous pour affiner les protocoles et vous aider pour que vous réussissiez les essais cliniques liés à cela. Faisons un petit détour très rapidement, chers invités, avant d'aborder la question des remèdes sur le continent. Il y a quelques jours, une étude est publiée dans une revue scientifique prestigieuse, dit-on The Lancet. Cette étude met en garde contre l'utilisation de la chloroquine. Il y a 2 jours, 3 de ceux qui ont participé à cette étude se sont rétractés. Et ils disent, nous ne pouvons plus nous porter garant de la véracité des sources des données primaires publiées dans cette étude. Professeur et docteur, dites-nous, d'abord pour commencer, la chloroquine est devenue dangereuse à partir de quand en fait? Ça fait 50 ans qu'on prend la chloroquine en Afrique. Pourquoi personne n'a jamais évoqué sa dangerosité? Comment vous l'expliquez? Comprenons avant d'évoluer. Qu'est-ce qui se passe? Comment, pour 40 ans durant, personne ne nous a dit que la chloroquine avait des effets secondaires graves. Alors là-dessus, il y a quand même énormément de remises en cause. Et comme il disait, il y a des gens qui vont rendre des comptes.
Et il y a des têtes qui risquent de tomber. Des têtes politiques, des têtes scientifiques, des têtes économiques. La chloroquine, elle est utilisée depuis des années. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre du Covid, on a augmenté les doses. Mais encore que là, on le connaît depuis longtemps. C'est comme si vous envoyez votre armée pour se battre, vous dites c'est la guerre, puisque c'est le terme qui a été utilisé partout, c'est la guerre. Sûr. Les soldats, ils ont des fusils M6 qui ont un recul plus puissant. On sait que ça recule, ça peut casser la clavicule. Vous leur dites, ah non, surtout pas utiliser parce que ça risque de casser la clavicule. Attendez, vous attendez qu'on vous tue. Donc la chloroquine, elle a été utilisée depuis. On a augmenté les doses, mais en augmentant les doses, les médecins savent qu'est-ce qu'il faut surveiller et à qui on peut donner ces doses, à qui on ne peut pas donner ces doses. Mais maintenant, en sautant dedans, on a fait n'importe quoi. Et comme cette étude que vous citez, oui, c'est quand même grave. Ah oui. Quand on prend l'étude, c'est celui qui l'a fait, il vient d'où? Un inconnu. C'est vrai, c'est un chirurgien vasculaire et il ramasse des données qui sont fausses. Les données, dès qu'il a commencé à les publier, il a publié pour 5 hôpitaux australiens, plus que tout le pays. Et c'est même 5 hôpitaux, on dit, ah non, nous on n'a jamais participé. Exactement. Donc, les données sont fausses. Il les prend et lui-même... Mais ça cache quelque chose, docteur. Dites-nous, qu'est-ce que voilà, ça cache le lobbying. Il y a eu de la pression et les gens, moi, avec des objectifs fixés, il fallait détruire la chloroquine. Donc, pendant que les gens meurent, il y en a qui espèrent gagner des milliards. Vous savez, le monde maintenant a atteint une limite. Et ça risque d'être la catastrophe et sa chute. Le pouvoir, avoir le pouvoir est devenu un phénomène extraordinaire. S'enrichir au maximum est devenu un phénomène extraordinaire, quitte à piétiner les autres pour y arriver. Et donc, c'est eux-là, se sont précipités, ils avaient envie de notoriété. À qui va déclarer le premier, le plus spectaculaire? Ils avaient besoin de ça. Et ils ont été appuyés par des gens qui, eux, avaient besoin d'argent. Si on détruit la chloroquine, on va apporter autre chose pour mettre à la place. Au fond, la santé ne les préoccupe pas. La santé, à moins de coût, et ce qui est le plus grave, c'est que The Lancet, c'est quand même une référence absolument un mondial en termes de qualité scientifique. Absolument. Comment ce petit groupe inconnu, avec 11 employés qu'il a employés seulement il y a 2 mois, comment ce groupe-là a pu publier dans The Lancet? Comment ça a été possible? Professeur, ça veut dire que c'est du forcing et qu'il y a des choses derrière qu'on ne peut pas... Ça fait froid. Ça fait froid au dos, dans le dos. Dans le dos. De toute façon... Nous, on ne peut pas participer, l'Afrique ne peut pas participer à cette guerre de toute façon. C'est entre eux, il faut qu'on se prenne en charge. La question, c'est qu'on a un remède malgache. L'OMS au départ dit, on n'en veut pas, on ne veut pas en entendre parler, c'est trop dangereux, c'est trop risqué. Rappelons, professeur, au passage, avant que vous n'apportiez votre analyse, que lorsque le 20 avril 2020, le 20 avril dernier, le président malgache rend officiel son remède, il a fait obligation à tout le monde scolaire de consommer ce remède avant la reprise des classes. Si ce remède pouvait tuer, on aurait déjà une espèce d'hécatombe à Madagascar. Ce n'est pas encore le cas. Comment comprenez-vous le revirement de l'OMS qui finalement dit « Ok, nous voulons coopérer avec Madagascar ». Vous comprenez très bien que je suis assez mal à l'aise avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la science. Le monde de la science nous rappelle simplement que nous sommes malheureusement des humains. Des humains avec nos qualités, nos défauts, nos vices, notre cupidité. Les scientifiques dont on parle, ils se sont comportés comme certains chefs d'État qui sont quand même des dictateurs, parce que les dictateurs, c'est pas moi qui invente ce mot, ça existe, des gens qui roulent pour leur boss, qui ne servent leur pays, et donc qui tuent peut-être davantage que ce que le Lancet, l'étude du Lancet aurait fait. Donc, malheureusement, il faut que nous soyons vigilants. Et heureusement que là, pour le coup, le professeur Raoul, parce qu'il avait quand même un conflit d'intérêt, c'est-à-dire qu'il veut quand même que son concept triomphe. Donc, il a regardé, il a regardé avec beaucoup de minutie cette étude. Voilà, il a alerté, d'autres gens l'ont fait, et tant mieux. Aujourd'hui, vous avez compris que ces 3 auteurs, ils ont dit, bon, on se retracte. Je pense qu'il faut même aller plus loin que ça. Je pense qu'il faut des sanctions sévères. C'est-à-dire qu'ils ne méritent pas être des médecins. Et j'ose croire que l'ordre des médecins de ces pays-là prendront des sanctions radicales parce qu'on n'a pas besoin de ce genre de personnages dans le monde médical parce que nous soignons quand même des êtres humains. Donc ce n'est pas rien. Même si on a des conflits d'intérêts, chacun de nous peut avoir un conflit d'intérêts. Encore que j'ai envie de vous dire que les conflits d'intérêts ne sont pas interdits.
maladies. Il faut simplement les déclarer. Ça, c'est ce qu'on nous impose. Oui, il faut qu'on sûr. déclare et tout. Oui. Et il faut avoir une certaine humilité pour qu'à un moment donné, vous vous dites, ben, quand même, il y a des vies humaines, je ne peux pas prôner Et un ce, concept. d'autant plus que, Voilà. sur la base de cette fausse étude, le gouvernement français Bien- a commencé mais- par interdire, en tout mais cas, bien sûr, restreindre bien la, sûr. la- C'est la pas seulement, distribution c'est de la pas seulement chloroquine. le gouvernement français. Revenons au cas de l'OMS. Oui, justement. L'OMS a immédiatement arrêté ses études Totalement. Tout à fait. sur Tout le à Covid. fait. Pourquoi? Parce que le Lancet est célèbre, parce qu'il a peur de se tromper, mais tout ça aussi, ça rejoint le cas des lobbying. Même les gars de l'OMS, ils sont sous pression. Sous pression, avec la peur de se tromper, avec la peur de mal faire, mais et ça les nous scientifiques doivent être vigilants. Et là Alors, où nous, pour on doit revenir sur faire... le Covid. Allez-y très rapidement. Oui, très rapidement. C'est pour dire que en Afrique, vous avez commencé par ça. En Afrique, on doit avoir notre comité d'éthique. On doit avoir notre comité d'urgence. On doit avoir notre comité d'études et de validation avec notre laboratoire. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Nous, on a étudié. Voilà ce qu'on a On constaté. n'ira pas Et jusqu'à voilà ce qu'on doit conseiller faire. le retrait de l'OMS. On n'ira pas Non, jusqu'à non, conseiller je ne suis pas là. On n'a qu'à faire. On peut faire, nous, notre lobbying pour imposer à l'OMS qu'on fait. Absolument. Il faut que nous utilisions l'OMS, qui est un instrument, et non pas nous faire utiliser Alors, par ce que l'OMS. dit le professeur Youmoussa Mamène, le docteur Youmoussa Mamène, professeur, à vous poser la question sur cet accord de confidentialité que Madagascar s'apprête à signer avec l'OMS. L'OMS dit, nous allons signer un accord, vous allez nous déceler le secret de votre fabrication, on va signer un accord de confidentialité et ensemble, on va faire des essais cliniques pour voir si ils seront concluants. Est-ce qu'il y a là un piège pour Madagascar? Non, il n'y a aucun piège. D'accord. Il n'y a aucun piège. Il y a simplement que le monde entier et les Africains doivent se rendre à une évidence. C'est que nous sommes dans un même monde, dans un même village planétaire, et nous sommes interdépendants, et que ce que nous faisons doit et peut impacter les autres. Si le Madagascar a fini par aller vers l'OMS, ou l'OMS est allé vers Madagascar, mais les deux se sont rencontrés, ça veut dire que chacun a besoin de l'autre. Et pour que nous parlions le même langage, nous devons utiliser les mêmes règles. Tant que nous n'utilisons pas les mêmes règles dans ce monde-ci, où nous dépendons chacun de l'autre, malheureusement, il y aura des incompréhensions. Vous voulez dire les mêmes standards et scientifiques? Les mêmes standards. Il y a, est-ce que effectivement, c'est possible? Est-ce que c'est possible? Non, mais c'est dans un contexte où on n'a pas de laboratoire aussi sophistiqué que chez Pfizer. C'est une fausse excuse. Vous savez Mais pourquoi? Je vais vous dire, c'est une fausse excuse. Nos grands-mères nous ont donné des tisanes quand on était petits. Même Pfizer, là, il fait des recherches en Afrique. Chez nous, bien sûr. Chez nous, là-bas. Permettez-moi de démontrer. Allez-y, Permettez, parce que c'est très important, ce débat, je vous assure. C'est très important. Il faut que les Africains cessent de s'infantiliser, de se sentir inférieur aux autres, de penser qu'on ne peut pas faire comme les autres parce que c'est trop compliqué, on n'a pas. Je peux vous assurer que moi, professeur Aimé Boni, j'ai appris sur les bancs comment est-ce qu'on fait une recherche, la méthodologie de recherche. On nous apprend ça à l'école. Il ne faut pas des moyens extraordinaires. Il faut des moyens qui sont simples, c'est-à-dire la réflexion, oui, les neurones, pour se dire que quand je veux démontrer un concept, donc une maladie qui ne tue pas 100% des malades, le palu, si vous ne prenez pas un médicament, vous mourrez automatiquement. Ça, c'est clair et net. Donc ici, là, c'est facile. On peut se contenter des observations. C'est-à-dire que j'ai donné, il a guéri. J'ai donné, il a guéri. J'ai donné, il a guéri. Là, il n'y a pas de problème à ça. Quand on a affaire à une maladie qui, spontanément, sans avoir donné, allez, cette décoction magique, sans l'avoir donné, vous avez 98% des gens qui guérissent. Je vous ai d'ailleurs dit que quand nous sommes dans la tranche des gens qui ont entre 30 et 50 ans, vous avez 99, beaucoup de chances de guérir spontanément. Ça, c'est un fait. Quand vous avez donc ce genre de maladie, comment est-ce que vous démontrez que le produit que vous donnez, c'est ça qui a guéri? Vous ne pouvez le faire que lorsque vous faites ce qu'on appelle la randomisation. Randomisation, ça veut dire qu'on tire au sort
Et puis vous avez donc un groupe contrôle qui ne prend pas ce médicament. Et ça, c'est éthique. C'est ce que tous les scientifiques du monde reprochent à M. Raoul, le grand professeur Raoul, qui n'a pourtant pas les problèmes de... Je n'ai pas de laboratoire, comme vous avez dit. Donc, vous voyez qu'en fait, en réalité, vous n'avez pas besoin... C'est une question de méthodologie. Et la méthodologie, moi, c'est ce que j'appelle la paresse intellectuelle. C'est-à-dire que nous sommes assez paresseux pour pouvoir randomiser, parce que ça demande quand même une certaine logistique, mais pas une logistique financière. Il y a sans doute voilà. Donc, in fine, quand on arrive donc à ne pas pouvoir convaincre des gens, qu'on souffre de ce que les gens restent sceptiques. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour aborder les pistes pour faire face, pour mieux faire face à ce genre de crise sanitaire à l'avenir. À tout de suite. Troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour, nous l'avons dit, est consacré à la riposte anti-pandémie sur le continent. Mes deux invités, tous médecins, sont avec moi. Merci à vous. Messieurs, nous parlions dans la deuxième partie de votre émission de la question des remèdes. Et nous avions évoqué le Covid Organics, mis au point par Madagascar, avec qui l'OMS veut actuellement coopérer notamment pour organiser ensemble et de façon plus scientifique les essais cliniques. Vous vouliez répondre par rapport au professeur qui effectivement mettait le doigt sur le manque. Il parlait de paresse intellectuelle. Il est peut-être un peu excessif quand il le dit ainsi. Mais c'est pour titiller, en tout cas, volontairement. On est tout à fait d'accord. Mais franchement, cet institut de recherche appliquée, cet institut malgache de recherche appliquée, on peut imaginer que cet institut aurait pu tester de façon plus scientifique ce remède bien avant cette crise. Pourquoi manque-t-on sur le continent de cette motivation à s'investir dans la recherche scientifique? Alors, ce n'est pas qu'on manque de motivation. On a des chercheurs en Afrique. Et vous avez cité des grands laboratoires européens. Oui. Ils utilisent nos chercheurs. Ils les utilisent mettre les moyens. Voilà. Le cerveau, il y en a, ça c'est sûr. Mais pourquoi mais les moins investir. Voilà. Pourquoi eux, ils arrivent à le faire? Ils viennent voir un professeur qui est très bon. Ils savent que le gars est bon, que ses résultats seront bons. Ils lui donnent peut-être l'équivalent de 2 mois de salaire qu'on lui donne pour une étude sur 6 mois pour faire ça. Ben, il prend. Mais tout ce qu'il fait, c'est pour Pfizer, ce n'est pas pour lui. Comment se fait-il que nos États ne puissent pas mettre à disposition des chercheurs ce même type de matériel? Ce n'est pas grand-chose. Une fois, j'ai rencontré un ministre qui me disait, on parlait d'endoscopie urologique. Il dit, ah non, vos appareils là sont trop chers. Je dis, mais monsieur le ministre, votre voiture est plus chère que cet équipement. Il m'a dit que oui, que moi... Sa voiture de fonction. Non, personnel. Je dis, c'est plus cher que l'équipement de ça. Il me dit, oui, que moi, je ne changerai jamais. Je dis, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté politique. On revient à la gouvernance. Ouais. Et là où je reviens, sur la même question, tout à l'heure, quand on a parlé de l'OMS, vous avez sorti quelque chose que même on voit sur les réseaux sociaux. Il faut quitter l'OMS, il faut plus se vacciner. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Effectivement, cette situation nous a démontré ce qu'on savait déjà, qui se passe dans le monde. Comment on décide pour nous, comment on nous amène ce qu'on doit manger, comment on le fait. On le savait, mais elle a mis ça à nu. Et ça a révolté des gens qui étaient loin de ça. Et c'est là où ça devient important pour nous. On ne rejette pas les vaccins, on ne rejette pas tout ça, mais on l'analyse. Et c'est nous qui disons, ça rentre en Afrique, ça rentre pas en Afrique, ça rentre au Cameroun, ça rentre pas au Cameroun. Et s'il y a une décision, et ça, le message visiblement est passé, s'il y a une première décision à prendre à l'issue de cette crise sanitaire, c'est d'investir massivement dans la recherche. Il faut absolument investir dans la recherche. Le monde entier a compris aujourd'hui, quand je parle du monde entier, c'est que les non-scientifiques ont compris en fait quelle est la place que la recherche, que le médecin, que le soin
devrait avoir dans notre société. Absolument. Vous savez que les médecins sont quand même assez paupérisés, ils n'ont pas des moyens, comme vous l'avez dit, les chefs d'État n'y pensent pas, il faut le faire. On voit combien la recherche aujourd'hui peut amener un pays comme Madagascar à un autre niveau de reconnaissance, de respectabilité. Et c'est pour cette raison que moi, si j'étais un conseiller de M. Rajolina, je lui aurais dit, vous savez, utilisez les moyens conventionnels, les mêmes moyens que les Occidentaux. Démontrez votre concept par la méthodologie que tout le monde comprend. C'est le langage universel. Les standards universels. Voilà, les standards. Si vous le faites, je peux vous assurer que vous n'aurez pas besoin de labels d'envoyer des stocks en Guinée, au Cameroun, ainsi de suite. Là, le monde entier viendra chercher ça chez vous. Le français va utiliser votre traitement pour se soigner. Le Suisse, l'Américain, ainsi de suite. Là. Et moi, en tant qu'Africain, qui est un Africain qui prône le pragmafricanisme, c'est-à-dire que le panafricanisme pragmatique. Je veux conquérir l'Occident. Je veux qu'on démontre aux Occidentaux que nous sommes peut-être même meilleurs qu'eux. Nous ne pouvons le faire qu'en utilisant les méthodes conventionnelles et en démontrant. Et je termine en vous disant que nous qui vivons quand même avec les Occidentaux, nous avons fait nos classes ici, là. L'Occidental a une qualité. Si vous arrivez à lui démontrer par A plus B que vous avez raison, il finit par vous donner raison. Il adhère. Il adhère. C'est ce que nous devons faire. Soyons ambitieux. Mais après, il vous combat, il cherche à vous dire. Parce que la nature humaine, elle est la nature. Mais c'est normal. Nous nous combattons nous-mêmes. Donc, qui dira le contraire ici? Mais ça veut dire quoi, docteur Youmou Sayave? Posons les problèmes sur la table. Il y a des gens qui ont déjà dépensé des millions, des dizaines de millions d'euros pour mettre au point un traitement, un remède. On nous apprend que certains laboratoires ont déjà mis au point même des vaccins qui sont en essai en ce moment. Tout à fait. D'autres le seront dans les semaines et mois qui viennent. Comment se positionner par rapport à tout ça? Et voilà un Madagascar qui va sortir... Un Malgache. Un Malgache, enfin disons, voilà Madagascar, pardon, qui va sortir un remède sans doute à moindre coût et testé et accepté. Comment on se positionne par rapport à cette réalité-là? Est-ce qu'ils vont se laisser faire? Quand on sait la guerre qu'il y a dans ce domaine. Alors, ils ne vont pas se laisser faire et personne ne va se laisser faire. Mais c'est à nous de ne pas nous laisser faire non plus. Parce que quand on est en Afrique, quelqu'un qui débarque au Cameroun avec un truc contre le cœur, qu'est-ce qu'il peut lui expliquer? Lui, en tant que cardiologue, professeur de cardiologue, qu'est-ce qu'il peut lui expliquer pour dire c'est ça qui est bien pour lui? Pas du tout. Il a les moyens de le contredire, de le dire. Il faut que Madagascar signe l'accord de confidentialité. Il faut qu'il donne le secret de sa composition à l'OMS. Là-dessus, on est d'accord ou pas? Là-dessus, vous avez des réserves? Je ne sais pas pourquoi, comme il a dit, l'Institut de recherche de Madagascar ne peut pas suivre la procédure et faire la recherche. C'est tout. Avec la caution éventuellement de l'OMS et le soutien de l'OMS. Ils n'ont pas besoin de l'OMS pour faire une étude. Pourquoi ils veulent aller donner ça à l'OMS? Pourquoi faire? C'est extraordinaire. Je vous dis que que ce soit l'OMS, ils sont eux-mêmes sous pression de ces lobbying. Vous savez que dans les pays, c'est pour ça que je vous dis, pays ceux européens, qui sont en train de dépenser des millions maintenant pour mettre au point, est-ce qu'ils vont laisser dans les pays l'OMS faire? Dans les pays ici, l'État se lève et soutient un privé pour l'imposer au niveau mondial. Ça se fait ici. Les grands laboratoires. Mais eux, ils ont déjà un laboratoire. Ça revient pourquoi, il y a un piège finalement. Pourquoi ne pas... Mais non, il n'y a pas... Non, bon, il n'y a peut-être pas de piège. Il n'y a peut-être pas de piège, mais c'est toujours le besoin de se mettre sous une coupe particulière au lieu que de monter nos propres structures. Exactement. Et on fait nos analyses qui sont inattaquables. On les dépose. Que tu sois l'OMS, que tu sois Pfizer, que tu sois qui, voilà les résultats. C'est inattaquable. Mais on est toujours en train de vouloir une couverture. L'OMS est un instrument à la disposition des États. Utilisez-le. C'est africain pour faire ces essais. Mais oui. Alors c'est pour dire que la faute à qui? C'est à nous les Africains. C'est à nous les Africains, c'est-à-dire que nous avons l'impression que nous devons toujours dépendre de certaines institutions. Il y a des niveaux de besoins pour lesquels on n'a pas besoin d'avoir la tutelle de qui que ce soit. Mais oui. Moi, je vous donne un exemple. Oui. Moi, en tant que président de l'Association panafricaine des troubles du rythme cardiaque,
qui est dans le groupe de travail de la Société panafricaine de cardiologie. Les 54 États africains, 54 ou 55, voilà, États africains sont adhérents à cette société. Donc, j'ai écrit à la CDC Africa. Vous savez ce que c'est CDC Africa? Voilà, CDC Africa, Union africaine. Ils sont à Addis Ababa. Voilà, ce n'est pas l'OMS, c'est CDC Africa. Je leur ai écrit le dimanche 31 mai, en leur disant que nous voulons faire une étude qui peut apporter une réponse à la fameuse question, l'hydroxychloroquine est-elle efficace ou pas? Nous avons besoin de certaines données que vous recevez de tous les États africains. Nous avons besoin de ces données-là pour faire notre protocole et analyser. Ça, c'était, j'ai écrit au nom d'une société panafricaine de cardiologie, reconnue par l'Union africaine. J'ai écrit le 31 mai, je n'ai pas eu de réponse, j'ai réécrit le 3, le 3 juin, je n'ai pas eu de réponse. Entre-temps, j'ai appelé, ça je défie quiconque, le numéro de téléphone de CDC Africa, que vous allez sur Google, ce numéro de téléphone, le numéro du standard, j'ai appelé 1 million de fois, personne n'a jamais décroché. Et donc du coup, nous ne pouvons pas faire l'étude. On ne reprend pas. Comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? On a un CDC qui est fait pour ça. Comment se fait-il qu'avec nos chercheurs, on ne puisse pas organiser ça? Donc c'est ça la question fondamentale. On ne manque de rien. On peut le faire, mais il faut le faire. Mais ça va changer. Ça va changer. Parce qu'on a une seule richesse. En Afrique, on a une seule richesse. C'est la jeunesse. Et cette jeunesse ne veut pas être sacrifiée. Absolument. Elle ne veut pas être sacrifiée. C'est pour ça qu'elle rejette tout en bloc actuellement. Et si on ne fait pas attention, ben, elle va nous rejeter tous. L'hypothèse semble de plus en plus validée qu'il n'y aura pas de seconde vague. Plus ou moins. En tout cas, les dernières études ici, enfin, chez les Occidentaux, montrent clairement qu'il n'y aura pas de seconde vague. L'épidémie tend à s'estomper. Mais on peut avoir une endémisation en Afrique. On peut avoir un certain taux qui va circuler en permanence, avec des contaminations plus ou moins. Et ça, je peux vous assurer que le danger de ce qui peut se passer en Afrique, moi, je vois ça déjà venir. Quelqu'un m'a dit, un confrère, justement, dans notre cadre de la société, là, notre représentant d'Algérie, m'a donné l'information, il faut vérifier ça, qu'apparemment, les Turcs ont décidé de ne plus donner des visas aux Africains dans le cadre de cette pandémie. Je ne sais pas si c'est vrai, il faut vérifier, je parle avec caution, mais il peut se trouver que très prochainement, on risque de se rendre compte que les Africains risquent d'avoir beaucoup de difficultés à avoir des visas pour voyager dans le monde, si justement cette pandémie devient quelque chose de permanent, de latent chez nous. Avec les conséquences... Y compris si on instaure le test, comme faisant partie des conditions à remplir pour se voir délivrer. Mais parce que je vais vous dire, après là, vous savez comment ça se passe. C'est-à-dire que sans que ce ne soit officiel, on risque d'avoir des représentations diplomatiques, des consulats, qui vont avoir un taux de refus de visa plus important que maintenant. On ne vous dira pas pourquoi, mais ce sera peut-être... Le problème, c'est que nous, on n'appliquera jamais la réciprocité. Et puis l'autre chose, c'est que, bon, même si on fait le test, s'il est négatif aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui. Ça ne veut rien dire. Ben ça ne veut rien dire. Si vous l'avez fait 3 jours avant de voyager, ben vous pouvez contracter le virus la veille de votre voyage. Et donc, ils vont nous refuser des visas sans nous dire pourquoi, mais... Alors, la résilience, c'est ça l'envers du décor. C'est ça l'un des avantages que vivront les Africains. Mais on applique en ce moment la réciprocité. Ben, vous avez déjà vu les pays africains appliquer la réciprocité? Nulle part. C'est théorique, mais en pratique, la question d'investissement dans la recherche, nous l'avons dit, elle est primordiale désormais, elle est devenue centrale. Mais ce qui est plus globalement central, c'est la réforme des systèmes sanitaires sur le continent. Absolument. Absolument. Oui. Alors, vous savez que... ça passe par quoi? Nous l'avons dit, très peu de pays consacrent 15% de leur budget à la santé. Il va falloir augmenter les budgets alloués à la santé. La moyenne, c'est 5%. Il y a à peu près, il y a moins de 5 pays en Afrique subsaharienne qui ont atteint justement cet objectif-là de déclaration d'Abuja. Donc tout le reste sont en dessous de 5%. Donc quand vous avez, allez, on va dire 4% de votre budget alloué à la santé, vous imaginez que pour la recherche, c'est encore davantage moins. Donc finalement, on revient toujours à la même chose, c'est que la gouvernance égale
indice de développement humain. Tant que l'indice de développement humain il est bas, malheureusement, il y aura des maladies, il y aura des pandémies, il y aura une riposte pas adéquate. Alors, ce que je voulais dire dans ce domaine-là, c'est qu'effectivement, bon, il y a cette notion d'investissement, mais il y a aussi la notion de mieux investir. Mieux investir, ça veut dire quoi? Bon, moi, je suis dans la technologie depuis maintenant très longtemps. Oui. Quand vous voyez ici les équipements très lourds qu'ils ont, on n'en a plus besoin. Mais eux, ils en ont à vendre. Oui, c'est ça. Mais on n'en a plus besoin. Oui. On a besoin d'équipements performants, beaucoup plus performants, plus petits, moins chers. Et ils veulent, mais eux, il faut qu'ils écoulent leur stock. Donc, dans ce cadre-là, il nous faut prendre le raccourci que les télécoms nous ont montré. On n'a pas eu besoin de construire des lignes pour aller dans les villages, ils ont tous des téléphones portables. On prend le raccourci et on peut équiper toutes les structures de santé, même les dispensaires, avec des structures. J'ai écrit au directeur de l'OAS au niveau de la CEDEAO pour lui proposer des solutions pour équiper les dispensaires, pour la consommation médicamenteuse en Afrique. J'ai rencontré le ministre de la Santé du Mali, M. Sidibé, qui est en charge au niveau de l'Union africaine pour harmoniser une certaine pratique dans le médicament. Et j'ai été très content d'avoir qu'il a des visions vraiment assez claires là-dessus. Très heureux parce que ce n'est pas les compétences qui manquent. Absolument ce n'est pas les cerveaux qui manquent. Au contraire, les cerveaux africains enrichissent et développent d'autres régions du monde. Il faut juste avoir, on l'a dit, la volonté politique, à la fois de mettre à contribution les cerveaux qu'il faut, que nous disposons, et en nombre infini, et aussi mieux investir, bien investir. Merci. C'est pas l'argent qui manque, merci à vous, Nyumo Sayave, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Vous êtes médecin et chirurgien spécialiste en télémédecine. Merci. Cardiologue, est-il spécialiste de la mort subite cardiaque, agrégé de cardiologie? Vous êtes enseignant à l'université de Douala, au Cameroun. L'Afrique est fière de vous, et il y en a des millions, de vous, et de vous, et de ce que vous faites. Mesdames et messieurs les politiciens, votre rendez-vous politique, nous vous remercions d'avoir été nombreux à suivre. Restez comme toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. Merci.